Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. Oui, bon matin José, bon lundi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout ce matin d'aborder le sujet. Premièrement, on a eu un record de demandes concernant ce sujet-là. Sur notre messagerie, souvent des gens nous proposent des sujets, nous écrivent en privé, nous envoient des liens d'actualité, etc. Et là, moi, je dois vous avouer que je ne l'avais pas vu passer sur Facebook. Puis là, je vois ça arriver dans la messagerie. Moi, le dimanche, tu sais, je me prépare mentalement là, pour l'émission. Fait que je vais regarder les gens qui nous ont écrit, etc. Donc, c'était toute la même affaire. C'était la lettre qu'a écrite Émilie Hull alors qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et c'est une lettre expliquant... En tout cas, tentant d'expliquer le pourquoi elle a décidé de s'enlever la vie à l'âge de 23 ans. Infirmière de profession. Exactement. Infirmière reçue. Infirmière. Mais... Et, les détails de sa profession, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la lettre qu'elle a écrite. Mm-hmm. Et si vous me permettez, peut-être qu'il y en a d'autres comme moi qui ne l'ont pas vu passer. Alors, je vais lire des extraits. Oui. Oui, parce que c'est un élément d'actualité qui n'a pas fait les manchettes. J'ai pas mais vu... qui fait l'actualité sur les réseaux sociaux. Facebook. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, moi, je vais le dire tout de suite, mais en même temps, tu sais, c'est une nouvelle, là. Tu sais, je peux comprendre que ce soit pas dans les journaux, que ce soit pas nécessairement dans les nouvelles. Sinon, on va vous dire de quoi, ça prendrait un journal spécial juste pour ça. Il y a 3 suicides par jour au Québec. Moi, ce qui m'interpelle, d'ailleurs, c'est pourquoi elle? Pourquoi que c'est l'histoire d'Émilie Hull qui est devenue virale? Alors que 3 suicides par jour au Québec. Est-ce que c'est parce que c'est une très belle jeune femme? C'était une très belle jeune femme? Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a une bonne job, infirmière, qui semble avoir tout pour elle dans la vie? C'est ça qui vient chercher les gens? C'est ça, moi, qui me questionne. Tous les jours, il y en a des suicides. Mm-hmm. Mais elle, son message a été partagé jusqu'à 56 000 fois. On arrive quasiment aux 9 000 commentaires même sur la publication. Là. Fait que ça a vraiment touché les gens. Puis c'est pour ça on va en parler aujourd'hui. On va aborder le sujet de front. Sa lettre commence comme ça. Tout d'abord, là, c'est le message. Toute la famille, ça commence comme ça. Toute la famille nous demande de partager ce message en espérant que les choses changent. Alors, la lettre commence. Je me demande tellement de questions. Pourquoi moi? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? J'ai finalement conclu que c'était parce que je n'étais pas faite pour ça, la vie. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre au fond? Je me sens comme une étrangère dans ce monde-ci, comme si je n'étais pas sur la bonne planète. C'est difficile à expliquer, à comprendre par quelqu'un qui ne vit pas ce mal de vivre là. Mais c'est un mal constant. Ce n'est pas que j'ai essayé. J'ai vu des psychiatres, des psychologues, des médecins, mais aucun n'a vraiment été en mesure de m'aider réellement. J'ai toujours eu l'impression que pour eux, je n'avais pas un vrai problème, que ce n'était pas prioritaire. Certains ont peur de mourir. Pour ma part, c'est la peur de vivre. Au Québec, il y a un gros taux de suicide et je comprends pourquoi. Je me suis présentée à l'urgence dans le but de me faire hospitaliser car je n'en pouvais plus de vivre comme ça. Je voulais être traitée, je voulais être prise en charge. Pour le psychiatre, je ne nécessitais pas d'hospitalisation. Mais au fond, comment peux-tu savoir ça? Il ne sait pas comment je me sens à l'intérieur de moi. Dans la maladie mentale, la meilleure personne qui se connaît, c'est nous-mêmes. Cette fois, j'ai vraiment voulu m'aider. J'ai cherché des ressources, j'ai appelé à plusieurs endroits, je suis allée à l'hôpital. Bien franchement, rien de tout ça m'a aidé. J'en ai juste été encore plus découragée parce que j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait pas m'aider. Il manque de ressources et les professionnels n'ont pas la formation nécessaire pour venir en aide. C'est dommage. Un psychiatre a la formation pour exercer ce métier, mais il ne pourra jamais vraiment comprendre ses patients. J'ai eu un mal de vivre depuis que j'ai 12 ans. Et maintenant, j'en ai 23. J'ai 23 ans et je suis tannée de la vie. J'ai hâte que mon heure arrive. Ça blesse mes proches et je les comprends, mais me voir malheureuse, je ne crois pas que c'est mieux. C'est difficile de dire ça à quelqu'un parce qu'il va le prendre personnel. Mais les proches ne comprennent pas que cette décision n'a rien à voir avec eux.
Pour moi, ça a toujours été difficile de vivre. Pas grand-chose me rendait heureuse. J'ai jamais été bien avec moi-même et c'est peut-être ce qui a causé ma perte. Et voilà. Elle termine en disant « La maladie mentale, ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut la traiter comme toute autre maladie de l'organisme. Ce n'est pas parce que c'est une maladie abstraite qu'elle ne mérite pas d'être prise en compte. » Visiblement, aucun médecin, psychiatre ou même psychologue n'a émis un diagnostic de maladie mentale ou de maladie psychiatrique. Alors, c'est une infirmière, c'est une jeune femme qui a réussi son cours d'infirmière, d'après ce qu'on en sait, et qui s'est présentée à l'urgence. Ça devient intéressant. Alors là, on n'a aucune évidence qu'elle était psychotique. 2 maladies mentales chez le jeune adulte, il n'y en a pas 10. Chez le jeune adulte, il y a un jeune adulte qui était fonctionnel ou qui est fonctionnel. Il y a la schizophrénie qui peut se développer et le trouble bipolaire ou maladie maniaco-dépressive, psychose maniaco-dépressive. Alors, il y a 2 troubles psychotiques qu'on appelle des maladies mentales. Maintenant, il y a énormément de souffrance, de mal de vivre chez beaucoup de Québécois et chez beaucoup de femmes. On parle du suicide chez les hommes et régulièrement, j'interviens pour dire que les tentatives de suicide sont beaucoup plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes. Les moyens qu'elles prennent sont moins létaux, c'est-à-dire qu'elles manquent leur coup plus souvent. Les hommes prenant la pendaison, l'intoxication au monoxyde de carbone et les armes à feu, disons qu'aucun des 3 ne pardonne à la première tentative, tandis que chez les femmes, lacération et intoxication médicamenteuse, beaucoup sont sauvés. Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Émilie Hull? J'aimerais savoir, chers auditeurs, je demande tout le temps quel était le moyen pris. Parce que régulièrement, chez les hommes, on instrumentalise les décès par suicide par arme à feu pour supposément contrôler les armes à feu, prétextant qu'on va diminuer le taux de suicide chez les hommes. Ce qui, à mon avis, est simplement de la fumisterie. C'est une perte de temps monumentale et le fédéral, le Parti conservateur, était d'accord avec ça, que ça, on ne met pas une scène là-dedans, là, ça n'a rien à voir. Bon, ceci étant dit, quel moyen a-t-elle pris? Parce que le moyen, souvent, véhicule un message. Souvent, le moyen pris pour le suicide peut véhiculer un message. Pour qu'on comprenne bien, là, même avec tout ce qu'elle a dit, depuis l'âge de 12 ans, elle en a 23, elle avait 23. Si elle sait, exemple, qu'elle se soit pendue, qu'elle ait pris du fentanyl, qu'elle ait pris des médicaments, ça va dire de quoi de différent pour vous? Comment et où? Il peut y avoir un message passif-agressif et très agressif, voire même violent dans certains cas. Alors, lorsque un psychiatre s'enlève la vie sur le balcon de sa conjointe, de son ex-conjointe, il y a un message qui est envoyé à l'ex-conjointe parce qu'il a gravi. C'est arrivé, c'est un cas. C'est un cas qu'on m'a raconté, un confrère, je ne l'ai pas connu personnellement, mais après séparation, il a gravi les balcons au 2e ou 3e étage. Il s'est tiré une balle dans la tête sur le balcon du condo de son ex. Tu sais, il y a des choses qui parlent. Disons, qui parlent par elles-mêmes. Bon. Par contre, alors, où, comment, ce serait important. On n'a pas... Je me suis informé à des journalistes et personne ne semble ne connaître ces détails-là. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un disculpe quelqu'un d'autre que l'autre n'est pas inculpé ou en totalité ou en partie. Alors, on ne sera pas dupe ce matin-là. Elle n'est pas là pour défendre. Maintenant, sans rentrer dans les détails de la vie personnelle d'Émilie Hull, moi, j'aimerais ça que le mal de vivre, ça a des raisons. Ça a des causes. On peut remonter. Bien, moi, là-dedans, là, oui, je suis habituée maintenant de travailler avec vous. Là. Oui. Je connais vos questions.
sais, quand elle dit, elle est capable de mettre l'âge. Quand elle dit, j'ai eu un mal de vivre depuis que j'ai 12 ans. Là, je vous jure, je vous ai entendu dans ma tête dire, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 12 ans? C'est exactement ce que, si on a quelqu'un qui appelle, c'est la question que je vais poser. Je suis devenu prévisible. Ben non, Josée. mais c'est moi qui vous écoute. Je suis un peu plate. Je suis devenu prévisible. Ben non, mais... Et là, on va remonter à 12 ans, puis on va écouter la personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à 12 ans? Et on va lui demander aussi, est-ce que le mal de vivre que vous semblez relier à l'âge de 12 ans, est-ce qu'il était présent en partie, en totalité ou pas du tout avant l'âge de 12 ans? Fait qu'on remonte, vous savez, c'est un ruisseau. Puis on remonte à la source. C'est important. On n'a pas le choix, c'est la seule façon. Alors, il n'y a personne qui a voulu accompagner, d'après la lettre, Émilie Hull dans la remontée de la rivière de sa détresse jusqu'à la source. C'est ce qu'elle nous dit. Psychologue, psychiatre, écoute téléphonique, il n'y a personne qui a accompagné la remontée du courant adverse jusqu'à la source. J'ai l'information. Hein? On l'a dit-tu? Oui, oui. Ben, écoute, j'ai aucun... Ben, c'est important. Non, on mais parle d'elle. y a-tu une éthique là-dessus? Y a-tu... Non. Pas que je sache. Puis, écoute, c'est une question que on parle du problème, il faut en parler, autrement, on n'en parlera pas. OK. Elle aurait utilisé la pendaison dans son appartement. Ouais. OK. Alors, parlant de pendaison chez les femmes, depuis 20 ans, dans ma vie professionnelle, j'entends parler de plus en plus de ce moyen-là chez les femmes. Et tout à fait par hasard, les cas qu'on m'a rapportés, c'était de très belles femmes. Est-ce qu'il y a un lien avec la beauté? Je l'ignore, là. Je ne fais pas de lien facile, mais des femmes instruites, intelligentes, performantes, plusieurs cas de pendaison dont on m'a parlé. C'est Ah oui. raide. Hein? Ça me semble que c'est raide. Comment? C'est raide. Tu sais, il me semble que c'est... Oui, c'est violent. Ben, je trouve ça violent, moi, personnellement. Bon, il faut dire les vrais mots. C'est violent comme moyen. Ça pardonne pas. Il n'y a pas de tatouinage. Elle voulait pas se tromper. Oui, en tout cas, c'est une détresse qui l'a amené à choisir un moyen. Et j'ai eu des cas. J'ai eu plusieurs cas, Josée, d'individus qui ont essayé de se pendre et puis qui ont manqué leur coup. Après le poteau le poteau qui soutient les rideaux de la douche, du bain. Alors, ça a cassé. Oui. Des ceintures qui ont cassé, qui n'étaient pas assez fortes, qui ont lâché sous le poids. Alors, j'ai eu quelques cas d'individus qui ont tenté de se pendre. Et encore tout récemment, il y a à peine 3 semaines, peux-tu croire qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu, qui a été décroché, et puis la personne a survécu? Parce qu'il y a eu un concours de circonstances favorable. Mais c'est un moyen, et je n'ai pas de statistiques, mais je peux te dire que dans ma pratique, j'entends plus parler de pendaison chez les femmes. On va aller à la pause. Alors que fut un temps, au début de ma pratique, Mais il y a c'était 40 les ans, pellules, là, les femmes, hein? C'était beaucoup ça. Bon, il y a 40... Attendez un petit peu, là. Il y a 40 ans, il y avait des antidépresseurs de première génération qui étaient dangereux parce que donnaient des troubles du rythme cardiaque. Alors, quelqu'un pouvait s'enlever la vie avec des pilules. La principale source de décès par intoxication médicamenteuse était quoi à l'époque, il y a 40 ans? Les barbituriques, les séconales, pilules pour dormir, Dalida, Marilyn Monroe ont utilisé des... Et ça n'en prenait seulement 6 à 8 comprimés. Une toute petite quantité de barbiturique et ça amenait un arrêt respiratoire. Comme quoi? Comme le fentanyl à l'heure actuelle. La même chose. Même phénomène, dépression respiratoire. Alors, on a éliminé ces médicaments-là pensant
faire diminuer le taux de suicide chez les femmes? On va s'arrêter là-dessus. Et bien, pour l'instant, on va aller à la pause, là. Puis on va aller au fond du sujet aujourd'hui avec vous, là. Le ressentez-vous, cette peur de vivre, là? Tu sais, des fois, là, elle le dit dans sa lettre. Quelqu'un qui ne le vit pas ne peut pas comprendre, là. Tu sais, moi, je comprends pas ça, là. Expliquez-moi-le. Tu sais, c'est quoi? Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen... T'sais, comme fille qui ne connaît pas ça, comme femme qui ne connaît pas ça, le fait de trouver, je sais pas moi, un environnement plus agréable. On pense des fois que moi, c'est peut-être trop rationnel, mon affaire. J'imagine toujours c'est quoi, il s'est passé de quoi, de comprendre le mal de vivre qui dure tant d'années, là. De l'âge de 12 ans jusqu'à 23 ans, sans réussir à s'en sortir. C'est quelque chose, là. On est-tu vraiment dans la maladie mentale? Non. On est dans la détresse. Bon, c'est ça. Quand c'est une maladie mentale, on peut dire c'est à cause de ça. Ben oui. Mais quand c'est une détresse, c'est là que c'est plus difficile à comprendre. On a cru à tort que le fait d'être malheureux, le mal de vivre, pouvait être soulagé par les antidépresseurs. On a cru à tort. Un antidépresseur, c'est contre la dépression biologique. C'est pas contre le mal de vivre, les amis. On va à la pause. Vous pouvez réserver dès maintenant votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. À partir de maintenant, on va être très clair, là. L'émission d'aujourd'hui ne sert pas à faire une enquête sur la vie de Émilie Hull. Pas du tout. C'est un prétexte. Oui. Je pense que c'est ce qu'elle voulait faire, amener la discussion. En écrivant la lettre, en voulant qu'elle soit publiée. Alors, on honore sa pensée. Elle voulait qu'on aborde le sujet du suicide, le sujet de la santé mentale. C'est ce qu'on fait ce matin. Maintenant, on ne veut pas parler à des gens qui ont connu Émilie. On ne veut pas savoir si ça y appartient. Si elle avait voulu l'écrire, le reste, elle l'aurait écrit. Oui, tout à fait d'accord. Bon, maintenant, ça fait réagir. Ah oui? Femme, 25 ans. Oui. Je croyais m'en être sortie il y a 2 ans. Ça fait 5 ans que je consulte puis que je suis sur les hosties de pilules. Le mal de vivre que Mme Hull parle, je l'ai depuis longtemps. Ce n'est pas constant, mais ça part et ça revient. Mais c'est décourageant. Tu comprends pas pourquoi tu files tout croche comme ça, puis ben tu te dis que ça serait bien mieux de partir tant qu'à vivre de même. Femme 25 ans, Pouvez-vous nous appeler on va si vous passer possible? en priorité à part de ça. Et puis, vous pouvez changer votre prénom. Tout. Maintenant... Changer de nom, changer de ville, c'est pas important. On veut juste vous parler à vous. Ouais. Et elle amène un point qui souvent est déroutant. Alors, le mal de vivre, c'est jamais pareil d'une personne à l'autre. Il peut être constant, il peut être fluctuant, il peut être périodique, alors fluctuant en intensité, périodique quant à son apparition. Tout ça existe, là. C'est jamais pareil tout à fait d'un être humain à l'autre, je vous le dis. Alors, c'est pour ça qu'on peut prendre des appels, on peut écouter, on va avoir des commentaires. Ça sera jamais tout à fait pareil. Tu sais, ça peut être impulsif parfois. Tu sais, après une séparation, un homme qui s'enlève la vie, là. Oui. Ça peut. Puis des fois, ça traîne. Tu sais, Ça peut être chronique, ça peut c'est être aigu. latent. Oui, le désespoir peut être aigu. Alors, un homme qui avait une très haute opinion de lui, alors qu'il était porteur de carences et d'une grande faiblesse, va se voir complètement abasourdi, perdu, confus, lorsque sa conjointe lui dit « Bye, Charlie ». Ben oui, il avait une grande opinion de lui, c'est un monsieur bien, puis peut-être de la brousse, peut-être bretelle. Alors là, je caricature, là, je vous donne un cas, mais qui existe. Ah oui. OK. Il y a toutes sortes de causes, y compris une mauvaise connaissance de soi-même ou un élan orgueilleux de son moi. N'est-ce pas bien dit? Très bien, comme toujours. Non, pas toujours. Aussi. On va aller parler avec Dora qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Oui. Dora. Oui, bonjour. Bonjour, Dora. Oui, cette jeune fille-là est venue me chercher ce matin Oui. parce que je la comprends très bien. Moi, ma famille comprend pas ce que je vis.
Mon conjoint non plus, dans le fond, même s'il me dit des fois qu'il comprend, mais je sens qu'il comprend pas dans le sens, il comprend pas parce qu'il dit t'es bien, t'as tout ce que tu veux, t'as un bon mari qui t'aime, t'as un beau logement, t'as les moyens, tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler, ne pas travailler, en tout cas tout ça. Puis j'ai fait à peu près 5 tentatives de suicide. La dernière que j'ai essayée, c'est de me pendre, justement. J'étais en désintox quand j'ai essayé de me pendre après une poutre dans la chambre. J'ai embarqué sur le petit bureau, puis le bureau, les pattes ont lâché, puis ça a fait du bruit, puis celui qui était à côté de la chambre a entendu, fait qu'ils sont venus, puis j'ai pas eu le temps de me pendre. Fait que c'est ça. Mhm. Moi, vous avez quel âge, Dora? Moi, j'ai 55 ans. Vous avez... Oh! Ouais. Ouais. Mais là, vous avez dit quelque chose qui a piqué ma curiosité. Vous Ouais. avez dit, ma famille puis mon conjoint, ils ne comprennent pas. Ouais. OK? Mais vous, à 55 ans, est-ce que vous comprenez les causes de votre mal de vivre? Oui, parce que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup pensé, je vous écoute depuis longtemps, depuis le début. Je comprends plein de choses. Et c'est quoi les Mais causes? c'est sûr que ça vient de mon enfance, c'est certain. J'ai été la mère de ma mère, la mère de mon père, la mère de ma sœur. Puis quand ça a été mon tour d'avoir des difficultés, tout ce beau monde-là n'était plus là. Ils m'ont même rejeté, ils m'ont même... mon père, il n'est même pas venu me voir quand j'ai fait ma première tentative de suicide. Ma mère puis ma sœur m'ont juste culpabilisé en disant que j'aurais pu tuer quelqu'un. Je sais que j'aurais pu tuer quelqu'un. La première affaire que j'ai fait, quand on m'a dit, c'est parce que je me suis ramassée à l'hôpital, je me souviens de rien. Je me souviens même pas d'avoir pris ma voiture. Je me souviens juste d'avoir pris un tas de pilules puis de l'alcool. Puis j'ai pris ma voiture, je m'en souviens pas. Puis quand je me suis réveillée à l'hôpital, ils m'ont dit « Ah, vous avez eu un accident. » Comment ça, j'ai eu un accident? Ils m'ont dit « Vous avez eu un accident de voiture. » La première chose, j'ai demandé « Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? » Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? C'est vraiment pas moi. Puis quand ma mère et ma soeur sont venues à l'hôpital, ils m'ont dit la seule chose qu'ils ont eu à me dire, c'est « T'aurais pu tuer quelqu'un. » C'est comme si je le savais pas, je le savais très bien. Oui, Dora, je trouve ça très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Et je vais vous soulever une question. Oui. Respectueusement dit. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait en dedans de vous une colère dévastatrice, intense, de refus? Oui, depuis tout le temps, j'ai jamais eu le droit à la colère. Puis une des fois, quand j'étais jeune, que j'ai eu de la colère, je vous avais déjà appelé ce sujet-là. Mon père m'avait pris les pattes, m'avait viré à l'envers, m'avait botté le derrière tellement fort que mes fesses étaient mauves. Parce que j'avais dit à ma mère, je m'en fous, parce que j'étais arrivée de l'école, puis j'avais eu un beau bulletin, puis parce que j'avais pas eu une bonne note en éducation physique, elle m'avait comme dit des commentaires, puis j'avais pas aimé ça. J'avais pris mon bulletin, puis je l'avais garoché, puis j'avais dit je m'en fous. Puis j'ai tellement mangé une volée que j'ai plus jamais été en colère de ma vie. Quel âge aviez-vous? J'avais 7 ans, 8 ans. 7-8 ans. Ouais. Ben oui, mais votre père a agi en toute légalité. Il avait le droit de vous sacrer une volée. En plus, il était protégé par la loi. Il y a un article du Code criminel qui invite les parents à frapper les enfants pour les corriger. Il vous a corrigé. Vous étiez impoli avec votre mère. Oui, puis moi, comme vous dites souvent, j'étais un enfant hypersensible. Oui. Puis je pense que j'étais intelligente aussi. Bien là, pour sortir des bulletins avec des notes très élevées, là, ça prend des bons QI.
Non, mais je n'étais pas bonne en français ni en mathématiques, mais cette fois-là, j'avais bien réussi. Ah, vous n'étiez pas bonne? Vous n'étiez Non. pas bonne, mais c'est le hasard, Dora. C'est le hasard qui a fait que cette fois-là, vous aviez bien réussi. Voyez-vous, à 55 ans, vous vous dénigrez encore. Non, vous avez bien réussi cette fois-là parce que vous êtes brillante. On peut pas... Mais pourquoi que je réussissais pas avant ça? Oh! J'étais pas si brillante que ça, là. Ah! J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés à prendre mes multiplications. Puis même aujourd'hui, là, je travaille en comptabilité. On m'a fait confiance, là, à un nouveau travail. Puis j'ai une boss extraordinaire. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis à cause que j'apprends vite, elle m'a mis en comptabilité. Puis là, tranquillement, je réalise que je suis capable de les apprendre, mes multiplications. Oh, la question est pertinente. Comment se fait-il? Qui essayait de vous montrer les multiplications? Ma mère, elle était vraiment pas bonne. Comprenez-vous? Vous Ouais. savez, Dora et les auditeurs, écoutez bien ceci. Un enfant apprend grâce au lien affectif qu'il développe avec celui qui veut lui montrer quelque chose. Ma mère était très froide. C'était une personne froide. Merci, Dora. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. On lâche pas. Non. C'était pas le talent qui manquait. C'était sentir l'affection du frigidaire. On va aller à la pause là-dessus. Je vais dire le numéro de téléphone une fois pour ceux et celles qui sont en détresse actuellement. Vous savez qu'il y a toujours la ligne 1866 appel que vous pouvez utiliser. Pour l'instant, moi, je vous suggère d'appeler ici dans l'émission. On est là jusqu'à 11h. Alors, vous pouvez tout de suite nous parler. On a un psychiatre à l'écoute. Et on a notre texto également au 25226. Est-ce que vous savez de quoi parlait Émilie Hull quand elle disait avoir le mal de vivre, avoir la peur de vivre? On va prendre vos appels. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On dirait qu'on a même la température pour aller avec notre sujet d'aujourd'hui. Là, il pleut, c'est gris, c'est sombre. C'est quelque chose, Doc. On ne soupçonne pas à quel point il y a de la détresse dans notre entourage. Ouais, Moi, on ne soupçonne pas le nombre de femmes qui sont en détresse. Et d'hommes. Oui, ça, on en Mais a là- beaucoup parlé parce que le taux de suicide étant plus élevé chez les hommes, on a cru à tort que la détresse était plus grande chez les hommes que chez les femmes. Il se pourrait qu'on se soit trompé, que le taux de suicide réussi ne corresponde pas au nombre de tentatives et à la prévalence de la détresse dans un genre et dans l'autre. C'est qui prend le plus d'antidépresseurs? Les femmes. Bon, ça Qui explique, prend le plus d'activants? Les femmes. ça explique déjà ce que vous dites, là. Ben, C'est un peu une conséquence du mal de vivre, là. oui, énormément de... Ça va pas bien, là. Tu sais, j'ai accusé Pauline Marois, avec les garderies pour bébés, d'avoir commis un génocide. Il n'y a jamais personne qui m'a demandé, qui m'est revenu là-dessus, hein, sur ce commentaire-là. Oui, Et ça- Dr. Maillot. On en a parlé Non, souvent mais dans je veux dire, l'émission. Non, à part nous autres, entre nous, là, que quelqu'un, un journaliste, appelle, écoute, non, Maillot, hey, c'est grave ce que tu dis. Jamais. Aucune entrevue là-dessus. Ça n'a jamais été relevé par quelqu'un d'autre. L'anxiété chez les jeunes, chez les femmes, oui. Mais par contre, moi, je regarde... Par texto, Doc Mayou, là, c'est terrible. Pour moi, c'est difficile le matin. Parce que il y a du monde qui veulent s'enlever la vie, vous ne croiriez même pas à ça. Ben, quoi que vous devez le savoir, là. Oui. Mais les gens ne se douteraient même pas de ça, là. Puis c'est pas du monde qui ont été dans les garderies nécessairement, là. Il y en a de tous âges, là. Oui, il y a plusieurs raisons. C'est juste ça, je voulais dire. C'est Oui. pas juste les garderies, là. Oui. C'est pour ça qu'il faut que je vous reprenne un petit peu chaque fois que vous parlez de génocide puis que vous associez Pauline Marois, là. Ouais. On Les y garderies on y pour mettra bébés. pas tout ça sur ses épaules, là. Mais pour les garderies pour bébés et en lien avec le taux d'anxiété très grand chez les adolescentes, je suis convaincu qu'il y a un lien. Peut-être que je me trompe. On va aller au téléphone, là, mais Oui. juste avant,
Il y a une femme de 43 ans qui nous a écrit. Elle dit, Oui. J'ai une inquiétude lorsque j'ai entendu un de vos propos. J'ai un mal de vivre depuis toujours à ce que je me rappelle. À l'âge de la petite école, j'en avais déjà un. Est-ce qu'il serait passé quelque chose de plus grave que je ne sais déjà pas lors de mon enfance? Je pense, madame, pour vous rassurer, là, il s'en est passé pas mal. Dans ce que vous vous souvenez, là, il a dû s'en passer pas mal. Alors, ne cherchez pas ce que vous ne savez pas déjà. Regardez ce que vous savez. On s'en va à Montréal. On va parler avec Martin, 38 ans. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, on vous écoute. Oui, bonjour. Moi, j'appelle parce que c'est ça, je me suis reconnu dans les propos de Émilie parce que j'ai toujours un peu ressenti cette espèce de mal de vivre là dont elle parle, une espèce de sentiment de pas être adapté si on veut ou de pas nécessairement de sentir un peu comme sur une autre planète là. Là, je suis rendu à 38 ans, puis c'est depuis l'âge de 26 ans, environ 25-26 ans, là, que je vis avec des idées suicidaires, dans le fond, qui viennent puis qui repartent. Là, c'est sporadique. Tu sais, tantôt, vous parliez Oui. il y a différentes formes que ça peut prendre, mais moi, c'est ça, tu sais, c'est pas constant, mais ça revient tout le temps, là, puis c'est épuisant. Là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à 26 ans, lors de la première fois que vous avez eu une poussée suicidaire? Ouais. J'ai fait un épisode, un genre d'épisode de psychose. Là. Un des psychologues que j'ai vu, il a appelé ça une bouffée délirante. Oui. Oui. Un épisode psychotique à 26 ans. Ouais. Oui. Et Ouais. ça a fait quoi dans votre vie, un épisode psychotique, où vous perdez contact avec la réalité? Quelle a été la conséquence de cet épisode psychotique-là dans votre vie à vous? OK. Ben la conséquence, c'est qu'après ça, c'est devenu extrêmement difficile, dans le fond, de me concentrer, de garder un emploi, Oui. de savoir, d'avoir une vision de où je pourrais aller, tu sais, dans la vie. Là, c'est vraiment, là, c'est comme de la survie, là, tu sais, tu fais comme juste survivre, puis t'as pas de... C'est comme si tu n'avais pas comme si tu n'avais pas d'espoir, dans le fond, pas de vision de ce que pourrait être... t'es pas capable de t'enligner sur quelque chose, tu sais. Oui. Vous vous référez à des troubles de concentration? Ouais. C'est souvent une conséquence d'un épisode psychotique. La Ouais. plupart de ceux qui ont déjà eu, surtout après quelques épisodes psychotiques, rapportent des troubles de concentration. Une concentration qui n'est pas revenue à 100 %. Oui, exactement, c'est ça. Oh oui, ça c'est une conséquence. Est-ce que vous avez pris une médication pour votre épisode psychotique ou s'il est disparu comme il était venu? J'ai pris une médication, Oui. mais heureusement, dans le fond, c'est disparu comme c'est venu, puis j'en ai jamais refait d'autres, là. OK. Êtes-vous Puis, encore médicamenté ou si vous ne prenez plus aucun? Et qu'est-ce que vous Oui. prenez comme médicament? Vers la vaccine. Qui est un antidépresseur? Oui, anxiolytique, antidépresseur, oui. Est-ce que vous prenez d'autres médicaments que celui-là? Non. Avez-vous été vu par un psychiatre? Pas par un psychiatre, par des psychologues. Et qui vous a prescrit la vaccine? Et oui, excusez, j'ai été vu par un psychiatre, oui. J'ai été à l'hôpital aussi. Oh. Je me suis déjà ramassé à l'hôpital un petit peu un an ou deux après avoir fait À 26 ans, lorsque vous avez eu une bouffée délirante, est-ce qu'il y avait eu utilisation de drogues comme le speed, cocaïne, PCP? Non. Aucune non, je drogue? connais pas ça. Cannabis? Non. Non plus. Est-ce qu'il y en a dans la famille qui ont déjà fait des épisodes psychotiques? Ben moi, ce que je suis au courant, là, c'est que une de mes tantes, dans le fond, une vieille tante, là, la sœur, en fait, de mon grand-père, là, du côté paternel, là, je sais que son fils, je pense qu'il était schizophrène, dans le fond. Là. Je sais qu'il y a eu une espèce de drame, même où je pense qu'il a déjà essayé de tuer sa mère. Là. Ouais.
mais personne n'en parle dans ma famille. C'est comme, on ne sait pas, c'est comme, Oui, c'est tabou, là. C'est comme la loi du silence. oui. On ne peut pas parler de ça, là. Vous savez, est-ce que vous avez, depuis l'âge de 26 ans, avez-vous revu un psychiatre? Non, des psychologues puis des intervenants dans des CLSC. Bon, ce serait bon. Essayez de vous faire référer par votre médecin de famille pour faire vérifier votre médication actuelle. OK. Si le médicament que vous prenez est vraiment indiqué et s'il n'y aurait pas autre chose, OK, ça prend un avis d'un psychiatre dans votre cas. D'accord? Ouais. Bonne chance, Martin. Bonne chance. Bye. OK, merci. Merci. Bye-bye. Ce que je trouve très difficile aussi, c'est quand des jeunes enfants ont des pensées suicidaires. Et on a reçu un texto, là, dès l'âge de 7 ans. Il y a un garçon qui disait avoir le mal de vivre, là, tentative de suicide. Là. Fait que pour la famille, il paraît que c'était vraiment très, très, très difficile. Aujourd'hui, semblerait-il qu'il va bien. Il a lui-même une famille, mais ça n'a jamais été simple. Il tombait facilement dans le négatif. Il y a cette histoire-là, puis il y en a une autre, quelqu'un qui vient de nous écrire par texto pour dire « Vous me faites peur ». Ma fille de 13 ans m'a dit qu'elle avait un gros mal de vivre, qu'elle ne se rendrait jamais à la fin de son secondaire. Elle s'automutile. Je l'ai envoyée voir un psychologue. Encore aujourd'hui, elle ne sait pas pourquoi. Moi non plus, cette phase de mal de vivre. Par contre, elle va mieux, elle sourit, elle m'a l'air bien. Alors, d'après vous, il faudrait qu'elle trouve le pourquoi de ce mal de vivre pour ne pas qu'il revienne plus tard? Il y a différentes causes. Il y a toutes sortes de causes, y compris des faiblesses de personnalité. Alors, c'est important de ne pas blâmer nécessairement les parents d'emblée, parce qu'il y a des enfants qui sont nés avec des difficultés d'adaptation à la vie par leur trait de caractère plus ou moins adaptatif. C'est pas tous les enfants qui sont bien nés sur le plan génétique. Ça serait inné, là. Ça peut être inné. Maintenant, on va prendre soin de tout ce qui peut être acquis de négatif. Et 13 ans, avec des propos comme ça, ce serait important qu'elle soit vue par un psychiatre. C'est beau de faire accompagner quelqu'un, parce qu'à 13 ans, il peut y avoir des raisons. C'est important de faire un bon diagnostic, c'est-à-dire, pas un diagnostic médical, pour un diagnostic médical, une compréhension juste du problème. Donc, on va aller à la pause. Au retour, on va parler, entre autres, avec Julie, qui se demande tous les jours ce qu'elle fait sur cette planète. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On aborde de front le souhait de la famille d'Émilie Hull qui s'est enlevé la vie le 29 mars dernier. Elle a laissé une lettre expliquant pourquoi elle avait ce mal, tentant de comprendre son mal de vivre. Et la famille voulait que ce message soit partagé le plus possible. Je vais le mentionner parce qu'à l'émission de Robert Pilote à Trois-Rivières, ils vont recevoir les parents d'Émilie Hull en entrevue sur l'heure du dîner. Fait que pour ceux et celles qui sont intéressés à savoir plus, vous pourrez syntoniser le 106.9 si vous le désirez. Maintenant, quand je dis, moi, ça me touche beaucoup quand il y a des enfants aussi là, qui ont ce mal de vivre-là. On a reçu un texto. « Je suis séparée de la mère de nos enfants. Garde partagée, c'est un homme qui écrit, là, garde partagée, 75 % pour la mère, 25 % pour moi. Notre fille de 10 ans mentionne à sa mère depuis quelque temps qu'elle songe au suicide suite à de l'intimidation vécue à l'école. J'habite à quelques heures de la mère. Aucun plan d'action est mis sur pied pour la jeune fille. Comment dois-je intervenir, même si j'habite à distance, sachant que la mère fait la sourde oreille à mon endroit? » C'est pas facile. Pas facile. Oh, c'est pas facile. Et est-ce que l'intimidation rapportée par la fillette de 10 ans est la seule cause de sa détresse? Ou s'il y a un certain degré d'intimidation et d'autres raisons à la détresse, entre autres, le fait que les deux parents soient à couteau tiré. Vous savez, chers amis, les enfants ne sont pas tous pareils. Les enfants ne s'adaptent pas tous au même rythme. Les enfants n'ont pas le même taux de vulnérabilité à ce qui se passe autour d'eux.
Alors, connaissez bien vos enfants, sinon vous risquez d'en perdre. On va parler maintenant avec une jeune femme de 23 ans. Joanie, bonjour. Bonjour. Joanie, Oui. on vous écoute. Bon, en fait, moi, je vous téléphone parce que le segment de ce matin m'interpelle beaucoup. J'ai un peu vécu tout ce qu'Émilie raconte dans son texte. Quand je l'ai lu, c'est vraiment venu me chercher. Moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire de l'anxiété, beaucoup d'anxiété, beaucoup de crises d'angoisse. Surtout quand je suis arrivée en secondaire 3 dans une nouvelle école, une grande école avec beaucoup de pression que je me mettais face à ça. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je considère être, disons, 95% guérie de tout ça. Je pense que c'est assez rare, les gens qui s'en sortent, parce qu'effectivement, quand on est pris là-dedans puis qu'on voit même pas le bout de notre journée, c'est difficile de s'imaginer qu'on va vivre jusqu'à 30 ans, avoir des enfants de maison. Puis... Oui. Quels ont été les facteurs? On va commencer par ça. Vous dites que c'est plutôt rare, celles qui s'en sortent. Et vous? 95% améliorés ou guéris? Oui. Qu'est-ce qui vous a aidé? J'étais jeune, hein? J'étais pas majeure. Je connaissais pas ça. Moi, dans ma famille, il y a de l'anxiété, mais pas tant que ça. Fait que j'ai été vue par des psychologues, psychiatres. Mes parents voulaient tellement m'aider. J'ai même essayé l'hypnothérapie. Fait que je sais pas si tout ça m'a réellement aidée ou si je me suis aidée moi-même. J'ai eu des intervenants qui venaient à domicile à tous les matins, ils venaient me chercher pour m'apporter un peu de force à l'école parce que j'allais plus à l'école, j'étais plus capable. Fait que ce qui m'a aidé, j'en ai honnêtement aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai accepté l'aide qu'on m'a offerte. Je pense que ça m'a aidé, mais je pense aussi qu'il y a un gros travail qui vient de moi-même d'un peu se battre contre nous-mêmes puis contre nos pensées. Puis, Attendez un peu, vous avez mentionné quelque chose qui est très interpellant. Il y aurait des intervenants qui seraient allés vous chercher à tous les matins? Oui. Racontez. Ben, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est ça. J'ai commencé mon secondaire 1, 2, je l'ai fait dans une petite école de quartier, pas beaucoup d'élèves. Secondaire 3, 4, 5, ça faisait dans une autre école, une grande école avec beaucoup de gens. Oui. Puis quand je suis arrivée à cette école-là, je sais pas honnêtement qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas été capable de gérer tout le stress de cette école-là. Puis je faisais des crises de panique avant même d'arriver à l'école. C'était une espèce de phobie sociale qu'on m'avait diagnostiquée au début, puis s'est transformée en trouble d'anxiété généralisée avec agoraphobie. Ce qui fait que j'étais incapable d'aller à l'école, je perdais connaissance, là, littéralement, mon corps, il lâchait. Donc, mes parents ont fait appel à un CLSC. Là, je me souviens plus trop quoi. Quelle était l'atmosphère? Vous avez mentionné que ça a commencé à 14 ans, supposément dans un changement d'école. Mais quel changement? Il se passait quoi dans votre vie à 14 ans, hormis ce que vous nous avez dit concernant l'école? Honnêtement, je viens d'une famille assez tranquille, avec un père, une mère très aimant. Je suis encore enfant unique du côté de mon père. Là, ce que je vous dis, c'est des choses qui m'ont été reflétées par des psychologues, par des spécialistes. Joanie, vous me connaissez. Lorsque je vous pose une question à 22 ans, c'est vous qui allez répondre et non pas les intervenants, pour vous. Je veux savoir, je vous ai demandé respectueusement à 14 ans, qu'est-ce qui s'est passé autour de vous? Honnêtement, à part le changement d'école, les premières relations amoureuses qui sont stressantes, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que c'est ça. Vous savez, ça me frappe. Là, vous nous dites, je vous pose une question très simple. Vous avez seulement 22 ans. Oui. Écoutez, 14 ans, là, ça fait seulement il y a 8 ans. C'est pas il y a 40 ans, là. Non. Quelle était l'atmosphère qui prévalait dans la piaule, dans le foyer, lorsque vous aviez 14 ans?
Ben, chez maman, c'était très bien. Chez papa, c'était autre chose. Bon, Mais allez-y, est-ce que mon lâchez-vous. anxiété vient de Alors là, il y je- avait... je- là, attendez un peu. Là, ça a commencé quand, ça, chez papa ou chez maman, là? À l'âge de 1 an. Aïe, aïe. Racontez. Mes parents se sont séparés, j'avais 1 an. Oui. Mon père travaillait dans une usine, ce qui fait que je voyais maman plus souvent que papa, mais je vous dirais que c'est un peu... l'atmosphère chez papa était pas si agréable que ça, parce que je me sentais pas acceptée, je me sentais pas bien, parce qu'il était en couple avec une conjointe un peu zélée. Mais mon anxiété est apparue à 14 Joanie, ans. pouvez-vous nous dire les choses telles comme elles furent? Une conjointe un peu zélée, je ne sais pas si ça dit quelque Oui. chose à José, Non, ça me dit rien. mais moi, là, ça me dit rien. De quoi parlez-vous, Ben, une c'est- conjointe zélée? Une conjointe qui vient d'une famille dysfonctionnelle avec un père. Non, Elle, Joanie! Elle était comment avec vous? Je me suis jamais vraiment sentie acceptée. Elle avait 2 enfants. C'était toujours eux qui étaient à l'avant. Moi, j'étais toujours à l'arrière. Je me sentais pas acceptée quand j'allais là. Je passais mes soirées dans ma chambre. J'aimais mieux être dans ma chambre que d'être avec elle parce que je la trouvais méprisante. Je la trouvais... Mais avez-vous parlé de ça avec les aidants puis la ribambelle d'intervenants? Ben oui. Mhm. Oui. Ah oui? Et qu'avez-vous découvert? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que je vivais peut-être dans une atmosphère qui n'était pas super, mais Mais qu'est-ce que vous Mais faisiez qu'est- là à 14 ans, que le bonhomme? 14 ans? Vous êtes avec une mégère. Qu'est-ce que vous faites là? j'aimais mon père, puis je l'aime toujours d'ailleurs. Ah ah! On l'aimait. Oui. On l'aimait pas mal. Ben oui. Avez-vous parlé de puis- ça avec les intervenants, que vous aimiez beaucoup votre père? Pas particulièrement. là. Non, j'en ai. J'aime- C'est pour ça que je vous pose la question, Joanie. Je suis convaincu que vous n'avez jamais abordé ce sujet-là avec personne. Là, vous allez m'aider à comprendre, puis à d'autres auditeurs aussi, Doc Mayou, parce que je pense pas que d'aimer son père quand t'es jeune, que ça amène des pensées suicidaires, là. Joanie? Non, c'est ça. Non, vous répondez à la question de José. Vous avez 22 ans, vous n'êtes plus une enfant. Oui. Oui. Répondez à la question de José. Voyez-vous un lien, vous? Absolument pas. Le lien que je peux faire, c'est que je me sentais un peu... j'en ai voulu longtemps à mon père d'être resté avec cette femme-là. Parce que même lui, aujourd'hui, qui est plus avec elle, il dit que c'était épouvantable comme atmosphère à la maison, mais... Joanie, on se sent comment lorsqu'on aime un lâche? On se sent comme j'ai aucune idée. Aujourd'hui, et puis j'habite Hein? On encore se sent avec- anxieux et on panique parce qu'on ne comprend pas. L'objet de notre amour est un lâche avoué. Joanie, ma chérie, c'était épouvantable ce que je vivais puis ce que je t'ai fait vivre. Un lâche avoué. On fait quoi avec ça, Joanie? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'en ai aucune espèce d'idée. Vous avez été intervenu à profusion. Est-ce que vous en alliez dire tantôt que vous habitez encore avec votre père? Ben oui, aujourd'hui, j'habite encore avec mon père. Hein? On traîne la cause de son problème avec soi, Joanie? Moi, mais Pardon? mon père n'est plus avec sa femme. Je vous dirais que moi, j'ai toujours dit que j'ai eu 2 pères. J'ai eu mon père qui était avec cette femme-là, puis j'ai aujourd'hui mon père qui est complètement un autre homme. Joanie, il est transformé. Grâce à vous, vous l'avez transformé. Votre mère dit quoi de votre relation que vous avez avec votre père?
on n'a jamais vraiment abordé le sujet. Non, faut surtout pas en parler. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Je sais pas. Pourquoi, moi, en terminant, pourquoi vous habitez avec votre père et pas avec votre mère? Parce que j'ai une mère qui boit beaucoup et que c'est pas une... je préfère être chez mon père qu'être chez ma mère. Merci beaucoup d'avoir appelé, Joanie, et reflété que à 14 ans, là, aux histoires de diagnostic, de phobie sociale puis de tag, quand vous aviez 14 ans, est-ce qu'elle buvait là, comme un trou, la bonne femme? Oui. Vous aviez juste oublié de nous le dire. Joanie, vous me faites rire, mais vous êtes courageuse. On lâche pas. Oui. On lâche pas et nos auditeurs apprécient beaucoup votre candeur. Merci beaucoup, Joanie. Oui, merci. Bye, bonne chance. Et bonne lucidité. On a pris beaucoup de retard, ça valait vraiment la peine. On va aller à la pause de maintenant. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Nous avons reçu un message, Doc Mayou, parce qu'aujourd'hui, on parle du suicide. Et nous avons un auditeur qui écrit « Je suis en plein dedans. Je suis un homme, j'ai 44 ans, j'ai ce mal de vivre depuis longtemps. Je n'ai jamais cherché d'aide jusqu'à aujourd'hui. Depuis novembre, c'est un jour à la fois. J'ai des pensées suicidaires, la corde est déjà attachée dans le garage, j'ai pratiqué mon nœud. Je ressens la même chose qu'Émilie. Je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Je suis à bout, je n'ai pas d'aide. Le psy est plus dans la façon de gérer les émotions au lieu de chercher pourquoi elles surgissent. J'écoute le doc depuis 1996. Il m'aide à continuer. Mais là, je suis à bout. Je pleure en vous écrivant. Christ que j'en peux plus. Je crie haut et fort, mais je me sens seule. Pas évident, hein? Non. Pas évident parce qu'il consulte déjà. Alors, c'est très inapproprié pour moi d'interférer dans cette relation thérapeutique. Il y a beaucoup de détresse. On a reçu un texto il y a 2 semaines aujourd'hui. J'hospitalisais mon enfant, fille de 13 ans, en neuropsychiatrie. Elle me disait que sa tête était trop pleine. Elle avait envie de mourir, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était toujours triste. J'ai divorcé d'avec son père il y a 3 ans et ça fait 3 ans que ça dure. Tous les intervenants rencontrés n'ont rien pu faire. Je mise maintenant beaucoup pour ce séjour en pédopsychiatrie. Comme c'est difficile pour les parents. Il était noté que le papa, qui était son idole, a maintenant une nouvelle conjointe et elle aime pas beaucoup mon enfant. Elle crée des conflits régulièrement et le père ne choisit jamais sa fille. Comme c'est triste de devoir vivre avec la déception de son enfant. Bon, madame, j'attirerai votre attention sur un élément. Comment se fait-il que le père de votre fille soit devenu son idole? Question que vous auriez avantage à vous poser. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a amené que notre fille soit à ce point idolâtrante de son géniteur? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à l'Édipe, José? Ça serait tout, l'Édipe. Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui peuvent encourager la poussée édipienne, c'est-à-dire l'intérêt pour le parent de sexe opposé? Les papas idoles, là, j'ai un petit problème avec ça, les amis. Les papas idoles, ils veulent tous être idoles de leur fille. Puis il n'y en a pas un, j'en vois pas, qui veulent être idoles de leur fils. Tu trouves pas qu'il y a un problème là? Un problème de société? J'en vois pas de pères qui veulent être l'idole de leur fils. Ils veulent tous être l'idole de leur fille. On s'en va à Il est où Sherbrooke. le problème? On s'en va à Sherbrooke, Doc. On va parler avec Julie. Bonjour. Bonjour, José. Julie. Je vous remercie pour votre émission. Puis moi, aujourd'hui, le sujet il m'interpelle beaucoup parce que je la comprends tellement, Émilie. Là. C'est ça que je vis depuis... pour faire du pouce sur le texto du petit enfant de 10 ans qui vit de l'intimidation. Moi, je pense que c'est à partir de, c'est ça, ma 5e année que j'avais commencé à parler de suicide, puis que je me demandais vraiment ce que je faisais ici, là, que je me sentais... Je trouvais pas ma place, puis j'ai 46 ans aujourd'hui, je la trouve pas plus. Ce qui fait en sorte que je suis en vie, c'est que j'ai 2 beaux enfants. C'est grâce à eux que j'ai vraiment trouvé une raison de vivre.
Puis, c'est ça, mes enfants ont 14 et bientôt 15 et 12 ans. Fait que, c'est ça, je suis là pour eux. Puis, je les élève toute seule. Le père est absent. Mais c'est ça. Moi, je suis aussi, comme Émilie, je suis une ancienne infirmière, mais je travaille plus maintenant. Parce que, non plus... ça aurait été bonne dans le temps de blanche pour pratiquer, là, mais aujourd'hui, je trouve que le système de santé est plus malade que les patients. Là. J'aurais voulu travailler dans une shop de bras puis de jambes. J'aurais travaillé dans une shop, pas dans un hôpital. Je trouve que c'est très, très dur. J'ai été considérée comme une enfant ou une jeune femme très sociable, très... ce que le monde voit, c'est que je suis souriante, que je suis parlable, mais plus ça va, plus je m'isole. J'ai tellement été blessée par... OK, ça a commencé avec mes parents, mais même encore aujourd'hui, il y a des gens que j'ai aimés, les amis. Tu sais, je suis comme... Je me vois aller, là, puis je me renferme tranquillement sur moi-même parce que je suis tannée. Je suis plus capable. J'ai même pas la télé. Oui, j'ai une télé parce qu'on écoute des films, puis mes enfants, ils jouent à leur jeu, mais je veux dire, j'ai pas le câble, je lis pas les journaux, j'ai plus le goût d'avoir mal, je suis plus capable. Je fais du bénévolat, je travaille même plus, j'ai plus la capacité, je suis médicamentée, mais je veux pas mettre un nom sur une maladie ou sur... C'est pas... Oui, ça m'aide, les médicaments, mais je pense que c'est l'usure. Je le sens dans mon corps, je le sens dans ma tête, que j'ai beau avoir 46 ans, physiquement, je me sens... Mon Dieu, j'ai l'impression... que j'ai 80. J'ai de l'arthrose à mon âge. Fait que c'est ça. Je trouve que des fois, oui, mes enfants sont ma raison de vivre. Puis je suis contente de les avoir eus. Mais en même temps, je me dis, mon Dieu, je les ai mis au monde dans un monde où la drogue est légale, où il y a encore, on rentre pas dans tous les sujets. Ils ont quel age, vos enfants? C'est ça, 15 puis 12. OK. Puis ils s'en ressentent-tu de votre état? Ah, non. Non, je suis pas... grâce à eux, j'ai le goût d'être là. Parce que j'ai le goût d'être une bonne mère, j'ai le goût de leur donner tout ce que j'ai pas eu, j'ai le goût de leur donner une bonne base. C'est sûr que des fois... Quel genre vos enfants? Pardon? Quel est le genre de vos enfants? 2 garçons. 2 fils. Malheureusement, qui n'ont pas de père. Non, pas nécessairement. Oui, le père est totalement absent. Non, le fait que le géniteur ne soit pas présent, c'est pas nécessairement un problème. Vos fils... Oui, c'est sûr qu'ils ont mes frères, leurs parrains, ils ont des beaux modèles, les pères de leurs amis, c'est des beaux modèles positifs masculins, c'est vrai. Bon, mais je veux dire... Voilà. Pourquoi ressasser le fait que, malheureusement, vous avez fait des enfants avec quelqu'un qui est irresponsable? Bien, c'est pas ressasser, c'est juste que là, à l'adolescence... Tu sais, moi, j'ai toujours tout donné à mes enfants, ce que je pouvais. Sauf que là, je sais qu'à cette période-ci, qui est de s'identifier à un homme, tu sais, moi, je suis une femme. J'irai jamais me raser dans la salle de bain. Puis, tu sais, moi, quand j'étais petite, je me souviens, je m'assoyais sur la toilette, je regardais ma mère se maquiller. Eux autres, ils pourront pas me regarder me raser. Ou, tu sais, je peux pas. Tu sais, il y a des choses en tant que femme que je peux émotive. Tu sais, il y a des choses que je peux pas faire, puis qu'un homme ferait, tu sais, dans la maison. Tu sais, je sais pas, moi... c'est sûr que je me conseille avec mes frères, leurs parents, là, c'est sûr, mais je veux dire que un homme, si on fait des enfants à 2, c'est pour les élever à 2. Puis, moi, ils n'auront pas avoir autant de modèles masculins positifs. Je sais que c'est une grande carence pour mes 2 beaux garçons de ne pas avoir un homme ici. Tu sais, quand il y a des situations qu'il faut gérer là, tu sais, je peux pas... où il y a c'est une présence masculine qui est importante pour eux puis que je ne pourrais jamais leur donner parce que j'en ai pas de couilles, moi. Intéressant. Ben, intéressant. Oui, favoriser le contact de vos fils avec... pas pour s'identifier à vos frères, mais avec des jeunes de leur âge et quelques hommes qui ont de l'allure. D'accord? Oui, je le favorise, c'est sûr, mais comme je vous dis, Dr. Mailloux, je sais qu'il va y avoir un manque quand même, parce que les 2 garçons, puis leur mère est très mère. Comment vous pouvez prédire ça? Pardon? Il y a des phénomènes, il y a des substitutions, il y a des parents substituts, il y a des individus substituts qui font de l'excellent travail.
Oui, Comment oui, vous le pouvez leur rejet que prédire, père leur fait, pardon? tu sais, ça, là, l'abandon, c'est deux grandes blessures, puis vous le savez, là, qu'il y a 5 grandes blessures qui blessent la majorité du monde, puis c'est ça qui amène à des problèmes de santé mentale, dont le rejet et l'abandon. Puis c'est là, ça. Puis Et même qu'est-ce que si vous faites des phénomènes de compensation et de substitution dans les cas d'abandon? Excusez, docteur Maïs, je comprends Qu'est-ce pas que vous ce faites dites. des enfants adoptés qui sont heureux? Moi, Comment? mais ça, c'est Ils pas ont été pareil, rejetés? là. Ben, parce qu'ils n'ont pas connu leur père, eux autres. Ah bon? Mes enfants, ils l'ont connu, leur père. Là, il est parti. Leur père est parti quand mon plus jeune avait 1 an. Mais ils l'ont Fait pas qu'ils connu. l'ont connu. Puis Non. moi, surtout sur mon plus vieux, je l'ai vu que ça l'a manqué. Là. Il a commencé à avoir de la misère. Ben, c'est un volé, là, mais de la misère au niveau comportemental à l'école quand son père est parti. Là. Êtes-vous sûr d'être bien guidé autour de vous? Qui avez-vous comme personne de référence, Julie? Quelqu'un Pour qui a de la... Oui, pour vous. Ben moi, j'ai mon médecin, j'ai mon psychiatre, j'ai ma travailleuse sociale, je me sens... au niveau outils, je suis très entourée. Au niveau Excellent. familial, là, Ouais. Julie, on doit OK. malheureusement se quitter. Excellent. Merci de Bye, votre Julie. appel. On va à la pause tout de suite. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va terminer l'émission en parlant avec Fanny qui a 27 ans. Bonjour Fanny. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, en fait, j'appelle parce que le message d'Émilie m'a touchée parce que effectivement, je me sentais comme ça, moi aussi, pendant des années, mais c'est terminé. En fait, j'ai commencé à l'âge de 7 ans à m'automutiler puis à avoir plusieurs tentatives plusieurs tentatives, mais des idéations suicidaires. Et puis, on m'a envoyé voir plusieurs psychologues, j'allais voir des psychiatres, on me lâchait jamais finalement, puis j'avais l'impression que ça se terminait jamais. C'était toujours dans ma tête, c'était envahi, comme qu'elle décrivait, pour finalement me rendre compte que c'était juste mon seul pouvoir que j'avais dans ma vie, puis c'était ça. Je pense que j'étais contrôlée sur tellement tous les points de ma vie que la seule chose que je pouvais contrôler, c'était de me faire du mal, c'était de jouer avec ma vie, c'était le seul pouvoir que j'avais. Puis la journée que je m'en suis rendu compte, j'ai juste décidé de reprendre ma vie en main, puis de donner le pouvoir à ma propre vie. Puis depuis ce temps-là, ils sont comme toutes parties, puis je les ai même pas en moi. T'sais. Fait que je trouvais ça triste de me rendre compte de ça parce que j'allais beau aller voir les psychologues, les personnes, les intervenants, mais encore là, je filais jamais bien parce que finalement, je leur donnais encore le pouvoir de ma tête puis le pouvoir de mes sentis, mais finalement, il fallait juste que je me les réapproprie parce qu'on me les avait jamais accordés. Et Fanny, pourquoi à 7 ans? Pourquoi vous êtes automutilée à partir de 7 ans? Ben, en fait, j'ai le souvenir. Mon dernier souvenir, je le sais que j'avais cet âge-là. Donc, avant ça, j'ai un blanc de comment j'étais. Mais je le sais que quand j'étais petite, justement, ma mère a toujours été malade. Puis, il fallait que elle allait me coucher. Il fallait que je me couche avec elle dans son lit. Puis, il fallait que je souffle avec elle. Puis, il fallait que je pleure avec elle. Puis, il fallait que je pouvais pas avoir du bonheur. T'sais, si elle en avait pas, j'avais pas le droit. Fait que j'ai toujours... C'était comme si j'étais mis au monde pour souffrir avec elle, finalement. Fait que, mais je me souviens qu'à 7 ans, c'est là que j'ai commencé vraiment à me faire mal. Ouais. Elle vous a entraîné dans sa détresse? Elle était malade de quoi, votre mère? On n'a jamais pu le savoir parce qu'elle n'a pas de problème. Elle, c'est les autres qui le causent. Fait qu'on ne pourra jamais savoir ce qu'elle a, mais encore en date d'aujourd'hui, elle fait encore pas mal de dommages. Elle est rendue à quel âge? Rendue à quel âge? Moi, j'ai arrêté de m'en rappeler, là, mais peut-être À peu près? 52 peut-être. Oh, seulement? Oui. Oh, et quels sont vos contacts que vous avez avec elle? On avait coupé complètement, puis là, tranquillement, pas vite, pas tranquillement, pas vite, mais tranquillement, mettons, on se parle par respect, là, parce que j'étais encore en processus d'essayer de comprendre pourquoi je lâche pas prise, là, mais c'est ça. Fanny, Donc, vous venez de dire oui. quelque chose de savoureux. On se parle par respect. Quelle belle rationalisation. Avez-vous des enfants, Fanny? Oui, un petit garçon. Pardon? Un garçon. Oh, il va falloir le protéger. Hein? Il est rendu à quel âge? Mais il n'y a votre pas de fils? contact avec elle. C'est pour ça qu'on a Bon. coupé contact. OK. Un garçon de quel âge? 2 ans. Un bébé de 2 ans. Est-ce qu'elle veut le voir? Pas particulièrement. Oh, Pas particulièrement. mais elle aimerait bien vous voir?
Oui, mais oui. C'est parce que je suis une femme. Ma mère n'a pas vraiment d'intérêt pour les hommes. Je pense que si j'avais une petite fille, elle aurait eu des intérêts. Ouais. Donc, c'est ça. Peu d'intérêt pour les hommes. Oui, les hommes, ça ne donne pas assez d'affection. C'est trop indépendant. Ça ne sert pas à grand-chose. Elle n'est pas la seule à penser ça au Québec, hein? Non. Oui, pas du tout. Je pense que c'est pour ça que je trouvais ça si triste, c'est que j'étais convaincue, moi aussi, que c'était un mal de vivre qu'on a à l'intérieur, puis c'est ce qu'on a essayé de me faire convaincre toute ma vie aussi par mes parents, puis de me dire que j'avais vraiment une problématique. Je pense que j'ai eu tous les diagnostics possibles de sa part. J'étais heureuse, j'étais bipolaire, j'étais ci, j'étais ça, fait qu'aujourd'hui, je suis tout le temps encore en train de me dire où la limite du bonheur. Fanny, on doit se quitter. Merci beaucoup. Gros merci, Merci. Fanny, d'être intervenue. Oui. Merci, Benjamin. Merci beaucoup, Doc Mayou. Merci à vous, les auditeurs. Lâchez pas. À demain. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau